Rebonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui ont présenté des candidatures aux différents prix qui font l'objet de cette cérémonie ce soir, à celles et ceux qui ont contribué au processus de sélection, évaluation et que nous remercions de ce travail, et à vous tous présents ce soir. Ces prix sont destinés à valoriser et à faire connaître les auteurs de travaux remarquables au sens premier du terme. Donc, il s'agit de vous fêter en présentiel et certains seront connectés, je crois aussi, et en hybride. Vous qui avez eu soif de connaissances et qui l'avez démontré, et vous l'avez démontré triplement en publiant, en concourant et en gagnant ces prix. Et vous qui avez soif de connaissances et qui allez le démontrer dans les prochaines années, je pense aux contrats doctoraux et au financement de travaux de terrain, puisque ce soir, donc, nous allons récompenser à la fois les travaux faits et les travaux à faire. Pour lancer cette cérémonie, nous allons commencer par évoquer les partenariats conclus dans le cadre des aides à la recherche doctorale. Donc vous savez que l'Institut des Amériques entretient deux types de partenariats, l'un avec la commission franco-américaine Fulbright, et Martine Roussel nous a présenté hier soir son fonctionnement, qui vise à encourager et à financer des études de terrain en SHS aux États-Unis, et l'autre, Muframex, qui vise à encourager et à financer des études de terrain en SHS au Mexique et éventuellement Mexique et le reste de l'Amérique latine. Donc pour le premier partenariat Fulbright, je vais laisser la parole à Hélène Agi, professeure à l'ENS, vice-présidente de l'IDEA, pour nous présenter les travaux distingués dans le cadre de ce partenariat. En fait, c'est Martine qui va prendre la parole en premier pour nous présenter le partenariat et j'énoncerai les lauréates, en l'occurrence, à la suite. Je ne fais pas un putsch, on s'est organisé. Donc bonsoir à tous. Alors effectivement, j'ai déjà présenté la commission franco-américaine hier, mais pour celles et ceux qui ont raté le premier épisode, je vais encore en dire quelques brefs mots. Donc nous sommes une organisation bilatérale, j'insiste sur ce terme, on s'appelle Fulbright France, mais on s'appelle aussi Commission franco-américaine, nous sommes une organisation qui soutenons les projets des étudiants, des doctorants et aussi des chercheurs confirmés qui ont des projets de séjour de recherche aux États-Unis pour les Français et en France pour les Américains. Donc nous attribuons environ 150 bourses, parfois un peu plus par an. À titre d'exemple, cette année, nous allons soutenir 22 doctorants et doctorantes qui iront aux États-Unis, donc à partir de septembre prochain. Ces bourses, pour un certain nombre d'entre elles, nous les mettons en œuvre, nous les soutenons grâce à nos partenaires, et l'IDEA est un de nos partenaires. Alors, qu'est-ce qu'une bourse IDEA Fulbright? Donc, c'est une bourse Fulbright, c'est une vraie bourse Fulbright, c'est une complète bourse Fulbright, c'est-à-dire que les lauréates, dont les noms vont être dévoilés dans quelques minutes, ont obtenu cette bourse au terme d'un processus qui est notre processus classique, assez rigoureux, assez exigeant, parce qu'il y a une concurrence importante, présélection, jury, sélection, validation par les autorités américaines, malheureusement intervenue dimanche dernier, par conséquent les lauréates ne sont pas là. Mais simplement, elles ont ce supplément d'âme de l'Institut d'Amérique, puisque il y a quelques années, le choix avait été fait d'organiser un partenariat entre nos deux organisations pour encourager les recherches de terrain aux États-Unis. Donc je crois que j'ai tout dit en ce qui me concerne. Si tout ce que je vous ai dit vous intéresse, soit pour vous, soit pour vos doctorants, les candidatures sont ouvertes à partir de septembre prochain. N'hésitez surtout pas à me contacter. Donc, je voudrais commencer par remercier Martine Roussel en sa qualité de directrice et toute son équipe à la commission franco-américaine qui organise les sélections des différents lauréats et lauréates. Leur terrain, pour ceux que nous entendons tous ensemble, sont très divers et ne portent pas exclusivement sur les États-Unis, loin s'en faut. Ils ont en SHS des sujets extrêmement variés, ce qui fait que nos doctorants qui travaillent
sur l'Amérique latine peuvent aussi être concernés par les bourses Fulbright, pour peu qu'ils aient ou qu'elles aient un projet de coopération de recherche avec une université aux États-Unis. C'est là qu'est l'enjeu de coopération sur des sujets qui peuvent être aussi variés que possible, et c'est même en général un des objectifs que de récompenser des terrains divers. Une fois que cette récompense a été faite, parmi ces terrains divers, certains portent sur les Amériques, et c'est parmi ces dossiers retenus que l'Institut des Amériques en choisit 2 afin de leur attribuer une bourse de mobilité complémentaire. Cette année, nous avons 2 lauréates qui sont Léa Baumann, qui travaille en philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Sandra Logier. Son sujet porte sur Ralph Waldo Emerson et sa conception de la subjectivité, et notamment comment, dans les écrits d'Emerson, dont certains restent encore à publier, la philosophie de l'ordinaire permet de repenser Emerson philosophe. Le terrain se déroulera à l'université de Harvard dans les archives Emerson. Pour la deuxième bourse, nous avons sélectionné Anaïs Lefebvre, qui travaille en civilisation de l'Amérique du Nord à Sorbonne Université sous la direction d'Andrew Diamond. Sa recherche porte sur l'histoire du système judiciaire et pénitentiaire états-unien, et notamment sur le rôle économique du travail carcéral. Son orientation vise à mieux connaître la situation des travailleurs incarcérés aux États-Unis et la manière dont leur travail impacte la vie économique plus généralement. Donc, nos 2 lauréates ont été informées. Malheureusement, parce que le délai était extrêmement court, elles ne peuvent pas être parmi nous, mais elles m'ont toutes les 2 chargées de remercier très chaleureusement la commission franco-américaine, le conseil scientifique de l'Institut des Amériques qui a validé leur bourse, et notre communauté tout entière qui avons permis l'émergence de ce genre de sujet. Donc, merci à vous. Merci à vous et félicitations à toutes les 2. Donc, à côté du prix IDEA Fulbright, on a aussi un prix Muframex. Et je laisse Françoise Moulin-Civil, donc notre présidente de l'Institut des Amériques, vous parler des projets retenus. Alors, nous devions aussi présenter en binôme les lauréats, donc Muframex, mais Emmanuel Evenot, qui était là hier soir pour présenter la Muframex, ne pouvait pas être là ce soir, donc je vais être à moi toute seule, un binôme. Voilà. Donc la Muframex, derrière ce sigle, il faut entendre la maison universitaire France-Mexique, oui, France-Mexique, c'est ça. C'est un partenariat qui est relativement récent entre la Muframex et l'Institut des Amériques, puisqu'il date de 2019. Mais c'est un partenariat solide et qui est fondé sur des échanges réguliers d'informations autour des grands enjeux de la région, bien sûr, Amérique latine, Caraïbes, autour aussi de l'action dans la région des autres acteurs qui sont impliqués dans le développement, alors que ce soit les États, les organisations internationales, etc. Et puis des relations aussi fondées sur des échanges d'informations sur l'évolution des relations entre l'Europe et l'Amérique latine, et en particulier la présence dans les réseaux d'experts, évidemment, sur les grands débats du développement en Amérique latine et Caraïbes. Bien. Alors dans ce cadre vraiment très brossé de façon générale, je voulais mettre l'accent sur le fait que l'Institut des Amériques et la Muframex ont mis en œuvre des actions extrêmement concrètes
au nombre desquels, alors je ne vais pas toutes les lister, hein, j'en ai repéré 3. L'organisation de rencontres, hein, ça va dans le cadre général que j'ai décrit avant. Le financement d'actions liées à la recherche, et je vais y arriver, et aussi l'animation d'espaces de réflexion et de débat. Alors, évidemment, dans ce que je viens de dire, le financement d'actions liées à la recherche, et nous allons arriver au prix, eh bien, la MUFRAMEX finance chaque année 2 ARD, c'est-à-dire 2 aides à la recherche doctorale qui vont au-delà des contrats doctoraux de l'IDEA. 2 ARD pour des thèses, ça a été dit rapidement par Françoise tout à l'heure, des thèses évidemment en lien avec le Mexique, ça peut-être s'élargir, mais c'est avant tout quand même des thèses en lien avec le Mexique et évidemment sciences humaines et sociales. Et c'est un soutien évidemment inestimable pour nos doctorants. Et enfin, je tiens quand même à le dire ici, la MUFRAMEX soutient l'organisation de nos congrès biennaux. Donc, pour ce congrès de Lyon, voilà, la MUFRAMEX a soutenu, voilà, de façon importante l'organisation du congrès. Donc, nous avons, et j'arrive quand même à l'essentiel, nous avons 2 lauréats. Donc, premier lauréat, Ángel Aurelio Morales Cruz, c'est pour sa thèse, bien sûr, intitulée « La peinture dans le poème, ekphrasis et méditation chez Octavio Paz ». Tout le monde aura deviné que la thèse a été dirigée, enfin moi je le sais, dirigée par Paul-Henri Giraud, donc professeur à l'université de Lille, ancien secrétaire général, voilà, de l'Institut des Amériques. Et ma thèse s'intitule La peinture dans les poèmes, ekphrasis et méditation chez Octavio Paz. Mes recherches sur l'écrivain mexicain Octavio Paz, lauréat du prix Nobel de littérature 1990, portent sur la relation entre les arts visuels et ses poèmes sur la peinture, un point rarement franchi. Cette année, mon projet a été sélectionné et grâce au soutien de l'Institut des Amériques et de MUFRAMEX, je pourrai effectuer mon séjour de recherche aux États-Unis, à l'Université de Princeton. Je me concentrerai principalement sur les archives de la Freestone Library. J'examinerai la correspondance inédite d'Octavio Paz avec les écrivains Carlos Fuentes, Juan García Ponce, Alejandro Rossi, Elena Poniatowska et José Bianco. Je me concentrerai toutefois sur la correspondance de Paz avec Dora Ashton, historienne et influent critique d'art du New York Times. L'accès à cette lettre permet à mes recherches de montrer une vision différente de l'œuvre d'Octavio Paz afin de réévaluer sa contribution aux arts visuels. Je tiens donc à remercier l'Institut des Amériques et de MUFRAMEX pour son soutien. Je vous remercie vivement. On peut l'applaudir, je ne crois pas que nous entendons. Et là, le deuxième candidat, qui est une candidate d'ailleurs, qui a été sélectionnée, c'est Célia Stara, pour une thèse intitulée « Influence et interrelations surréalistes dans la production artistique féminine mexicaine 1940-1970, une constellation de chercheuses ». C'est une thèse qui est dirigée par Karim Benmiloud, professeur à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et présentement recteur de l'Académie de Clermont. Voilà, je pense qu'on va entendre Célia. Bonsoir à toutes et tous, je m'appelle Célia Stara et je suis doctorante en 3e année d'études hispano-américaines et histoire de l'art à l'université Paul Valéry Montpellier 3, où je réalise actuellement ma thèse sous les directions de monsieur Karim Benmiloud et de monsieur Fabrice Fleutez. Pour commencer, je tiens à m'excuser de ne pas être présente parmi vous ce soir, mais il s'avère que je vous envoie ce message depuis le Mexique, où j'ai la chance de réaliser un séjour de recherche grâce à la bourse qui m'a été accordée par l'Institut des Amériques en partenariat avec la maison universitaire franco-mexicaine. Pour vous résumer très rapidement les tenants et aboutissants de mon projet doctoral, ma thèse porte sur les manifestations du surréalisme au Mexique entre 1940 et 1970, en ce que j'appelle une constellation d'échanges, des échanges aussi bien artistiques qu'esthétiques, mais également spirituels, voire affectifs.
Donc dans le cadre de cette bourse, j'ai pu avoir accès à un certain nombre d'archives, aussi bien personnelles qu'hémérographiques, mais également consulter des documents inédits ou des ouvrages qui demeurent malheureusement encore pour la plupart inaccessibles en France. J'ai également eu l'occasion de rencontrer directement un certain nombre d'acteurs et d'actrices du monde culturel mexicain. Je songe notamment à la directrice actuelle du Musée d'Art moderne de Mexico, mais également des collectionneurs privés, des galeristes, ou encore des descendants directs de certaines des artistes de mon corpus, notamment à l'un des 2 fils de l'artiste anglo-mexicaine Leonora Carrington. Alors bien entendu, toutes ces rencontres, ces échanges n'auraient pas été possibles sans l'obtention de cette aide à la recherche, et donc je profite réellement de ce message pour remercier chaleureusement l'Institut des Amériques, tout d'abord pour avoir fait confiance en mon projet, mais surtout pour m'avoir permis de me rendre directement sur le terrain afin d'y réaliser mes recherches. Depuis le Mexique, je vous souhaite donc une très bonne soirée, ainsi qu'un très bon congrès. Bien entendu, j'aurai plaisir à vous rencontrer à mon retour en France et j'espère surtout avoir très prochainement l'occasion de vous présenter le fruit de ces 3 années de recherche doctorale. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à nouveau une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci à vous, bravo à eux, à elles. Et nous nous réjouissons vraiment de ces partenariats et des projets qui vont faciliter et accompagner jusqu'à la réalisation de la thèse. Alors la thèse, traditionnellement considérée comme l'essence de la connaissance et le grade le plus haut de nos formations dans l'enseignement supérieur, elle est la passerelle entre formation universitaire et recherche. Elle est aussi, peut-être surtout, l'aboutissement d'un long cheminement professionnel et personnel qui exige un ensemble de qualités, au premier chef desquelles curiosité intellectuelle, opiniâtreté. Alors ces qualités, tous les doctorants, docteurs, ont montré qu'ils les avaient. Mais le jeu des concours et le jeu des prix amènent à départager, privilégier tel ou tel travail en vue d'une publication. Et je suis ravie de laisser Jean-Baptiste Thomas, collègue de l'Université de Poitiers en histoire et civilisation de l'Amérique latine, actuellement détaché à l'École polytechnique, vous présenter les résultats donc des prix de thèse de l'IDEA. Bonsoir à toutes et à tous. Cette année, nous avions à départager, comme le disait Françoise, 61 thèses qui ont été reçues. Un gros tiers d'entre elles portaient sur l'Amérique anglophone et l'Amérique du Nord francophone. Le reste donc sur les Amériques latines et la Caraïbe. Des thèses de très bonne facture, certaines absolument brillantes, ce qui n'a pas facilité le choix justement pour les départager, ce qui a rendu les discussions d'autant plus passionnantes pour justement choisir quelle thèse allait être récompensée. Et je voulais vous remercier l'ensemble des collègues, celles et ceux qui ont notamment contribué à réaliser les expertises qui nous ont permis d'éclairer les discussions que nous avons menées sous la houlette et la direction de Mathieu Baudric de l'Institut des Amériques, que je souhaitais remercier, avec Michael Roy, mon collègue qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce soir, et les membres du comité éditorial des PUR, des presses universitaires de Rennes, de la collection des Amériques, puisque c'est bien donc 4 ouvrages, 4 futurs ouvrages que nous sélectionnons, donc 4 thèses qui sont appelées à devenir des ouvrages, et que nous souhaitons soutenir, porter, appuyer et financer, bien entendu, pour publication auprès des presses universitaires de Rennes, dans la collection des Amériques, que vous pouvez retrouver à la sortie, dans le hall notamment, donc l'ensemble de la collection qui fête cette année ses 10 ans. Alors, normalement, il y a un roulement de tambour, puisque c'est « And the winner is ». And I guess I wish I had a banjo to make this announcement, pour la seule et bonne raison que la thèse qui a enthousiasmé l'ensemble des collègues et sur lesquels se sont portés nos suffrages est celle de Stéphanie Denève de l'Université Toulouse Jean Jaurès, donc sous la direction de Nathalie Dessens, qui est intitulée, j'ai un problème de... Voilà. Nature et culture, l'environnement naturel dans les chansons populaires du bassin inférieur du Mississippi, 1920-1970. Une thèse absolument musicale, mais qui ne traite pas simplement de musique, et qui a réellement ravi l'ensemble des collègues justement du comité
et qui est donc choisi parmi donc ces 4 thèses pour recevoir le prix de thèse 2023 de l'Institut des Amériques. Stéphanie ne peut être présente ce soir, mais elle nous a envoyé une pastille. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Stéphanie Denève et je ne pouvais pas être là aujourd'hui avec vous, mais je tenais à dire à quel point je suis heureuse et honorée d'avoir reçu ce prix de thèse et également d'avoir la possibilité de publier un ouvrage à partir de mon travail. Je voulais remercier très chaleureusement et saluer les membres de l'Institut des Amériques ainsi que les personnes qui ont eu à lire ma thèse, les 600 pages de ma thèse, et qui ont estimé que ce travail méritait d'être primé. 600 pages écrites en 6 ans, parce que je travaille en même temps, je suis Prague à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et le laboratoire dans lequel je travaille est, lui, à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès à Toulouse. C'est le CAS. Et donc, je tenais aussi à remercier ce labo et aussi ma directrice de recherche, Nathalie Dessens. Ce qui me touche aussi dans le fait de recevoir ce prix, c'est qu'une thèse qui est à la croisée de l'histoire environnementale, de la sociologie des cultures et de l'étude des musiques populaires soit récompensée. C'est un travail qui met à bas beaucoup de clichés et de représentations très essentialisantes sur les différentes communautés qui vivaient dans le bassin inférieur du Mississippi au XXe siècle et sur leur rapport à la nature. Et c'est à eux, c'est à ces personnes que j'ai envie de dédier ce prix. Je tenais donc à encore vous remercier et puis à féliciter les autres personnes dont le travail a été remarqué et qui sont là ce soir ou qui sont là en vidéo ce soir. Je vous souhaite de bien profiter de ce petit cocktail auquel j'aurais vraiment beaucoup aimé être là avec vous. Et je vous dis à une prochaine fois. Bonne continuation à tous. Deux petites choses avant de poursuivre. Malheureusement, il n'y a pas de cocktail. Et le deuxième élément étant que les 600 pages, effectivement, sont appelées à devenir 800 000 signes. Donc, il y a un travail, évidemment, à réaliser, mais effectivement, donc une thèse absolument passionnante. Le deuxième lauréat, donc Nicolas Rollin, de l'EHESS, qui travaille sous la direction de Romain Huret, et qui a présenté une autre thèse états-unienne, une autre grande migration, le retour, entre guillemets, des Africains américains dans le sud des États-Unis depuis les années 70, le cas de la métropole d'Atlanta. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très honoré d'avoir reçu cette aide à la publication. Donc, je remercie l'Institut des Amériques et les presses universitaires de Rennes. Je trouve que cette collaboration, elle permet vraiment de soutenir la recherche des jeunes chercheurs, des jeunes docteurs. Donc, c'est très encourageant en début de carrière. Je remercie de manière générale l'Institut des Amériques plus largement pour leur soutien à nous, les chercheuses et les chercheurs sur le continent américain. Et puis j'en profite aussi pour remercier mon directeur de thèse, donc Romain Huret de l'EHESS, qui m'a poussé à être exigeant pour ce travail de thèse. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne soirée. La troisième lauréate sélectionnée, qui nous a fait l'amitié et l'honneur d'être présente ce soir, Flora Baudry, que vous pouvez applaudir. On change de continent, de latitude et d'altitude également. Représenter la mort de l'Inca dans les Andes péruviennes, élément d'anthropologie des performances festives et rituelles. Une thèse qui a été dirigée par Valérie Robin Acevedo, donc Université Paris-Cité. Et donc Flora, je vous remets au nom de l'Institut, au nom de la commission et au nom du comité éditorial des Purs de la collection des Amériques, ce presque parchemin, mais qui vaut de l'or puisque c'est l'équivalent d'une promesse de publication. Donc voilà.
Ah, il faut le montrer pour les photos de Tania. Merci beaucoup pour ce beau papier. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais déjà remercier vraiment chaleureusement l'Institut des Amériques pour l'attribution de cette aide à la publication dans la collection des Amériques. Je suis vraiment très, très heureuse d'avoir reçu un de ces 4 prix de publication. Je voulais aussi remercier Valérie Robin-Azevedo et ses héritiers qui ont co-dirigé ma thèse, qui m'ont accompagnée vraiment pendant ces 5 années. Et aussi mon jury de thèse qui m'a vraiment vivement encouragée à essayer de publier la thèse. Et puis aussi toutes les personnes qui m'ont accompagnée pendant ce long chemin qui est un doctorat. Dans le cadre de ma thèse en ethnologie, j'ai réalisé une ethnographie de 15 mois dans les Andes péruviennes, donc effectivement à 3300 mètres d'altitude, où j'ai travaillé en fait sur des fêtes patronales et plus spécifiquement sur des performances chantées et dansées qui sont plus ou moins théâtralisées selon les lieux et qui mettent en scène l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle dans le nord de l'actuel Pérou et la mise à mort de l'empereur Inca. Et l'objectif de cette recherche était d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était en jeu actuellement dans ces fêtes pour les populations des Andes et les membres des communautés paysannes. Et l'enjeu un peu central, l'un des enjeux principaux de ma recherche, ça a été d'essayer de comprendre comment des performances peuvent mobiliser le passé dans des contextes sociaux spécifiques et comment le passé peut devenir un support qui va permettre d'exprimer tout un tas d'enjeux et de problématiques très très contemporaines au niveau social, économique, identitaire, religieux, migratoire aussi, parce que j'ai aussi travaillé avec les personnes qui migraient vers les villes, et notamment à Lima. Et voilà, quand j'ai fait mon tout premier séjour sur le terrain, quand j'étais en master, quelqu'un sur le terrain avait annoncé que j'allais écrire un livre sur Caratambo, et moi j'étais un peu paniquée, j'avais dit je peux pas du tout faire ça. Et voilà, je m'imaginais pas du tout que je serais finalement là 7 ans plus tard. Et voilà, mais tout ça pour dire que je suis vraiment très très honorée de recevoir cette aide, à la fois parce que c'est important évidemment de pouvoir diffuser aussi les résultats de nos travaux de jeunes chercheurs, mais aussi justement parce que c'est important pour moi de pouvoir donner la parole aux Caratambinas et aux Caratambinos qui m'ont donné leur confiance et leur amitié, et j'espère aussi qu'à terme je pourrai en faire une traduction à l'espagnol pour pouvoir leur ramener ce livre présagé il y a 7 ans déjà. Voilà, merci beaucoup encore et félicitations aux autres lauréats et lauréates. Et enfin, last but not least, une thèse absolument passionnante, portée par un terrain audacieux et courageux, qui mériterait d'être scénarisé, de Chiara Calzolaio, de l'École des Hautes Études, sous la direction de Didier Fassin, Vivre dans une ville où l'on tue, expérience et politique de la violence à Ciudad Juárez, Mexique, qui est donc la 4e lauréate, donc pour cette année 2023. Je devrais également vous dire que donc une liste complémentaire a été réalisée également, des thèses qui étaient absolument passionnantes également et que l'on souhaitait signaler, donc envoyer également un signal extrêmement fort à celles et ceux qui en avaient été les auteurs, de façon aussi à porter et à contribuer à soutenir cette jeune recherche qui contribue effectivement au débat à la fois académique, scientifique et social. Et Chiara, qu'on va entendre. Bonsoir à toutes et à tous. J'aurais voulu être des vôtres ce soir, mais je suis en ce moment à Ciudad Juárez, au Mexique. Et c'est précisément dans et sur cette ville frontalière avec les États-Unis que j'ai réalisé ma thèse en anthropologie. Dans la thèse, j'explore et je raconte les expériences de violence d'hommes et de femmes de milieux populaires qui habitent donc à Ciudad Juárez et dont les vies que je raconte se développent dans un contexte particulièrement violent qui était celui d'une opération militaire menée par le gouvernement mexicain dans le but officiel de démanteler les réseaux de la criminalité organisée locaux.
Dans cette thèse, j'insère les biographies, les récits et les expériences à l'intérieur d'un contexte plus vaste qui est celui donc d'une ville marquée par et traversée par des inégalités profondes qui sont le résultat d'une histoire transfrontalière et transnationale. Et donc voilà, très bien, brièvement sur la thèse. Je voulais vous remercier. Je voudrais remercier beaucoup l'Institut des Amériques pour cette aide à la publication. Le fait de le recevoir ici, quand je suis à Ciudad Juárez, a été très beau et très émouvant parce que j'ai pu le partager avec des personnes chères qui ont été précieuses pendant le travail de terrain et qui étaient enthousiastes de cette nouvelle, même si c'est dans une langue qui n'est pas la leur. Leur réaction me motive encore plus dans le travail de recherche et de diffusion que je mène, où j'essaie de faire connaître non seulement les volets les plus violents et brutaux de la ville et du Mexique, qui vit une crise de violence très grave depuis plusieurs années, mais également les vies et les histoires de gens qui font face à cette violence et à ces violences multiples tous les jours, raconter les formes de solidarité qui existent, les réactions, le travail politique et social qui se donne dans les quartiers. Et donc, merci beaucoup à l'Institut. Merci également, j'en profite pour le remercier l'Institut pour un aide qui nous avait été donné il y a quelques années pour la réalisation d'un colloque qui, avec d'autres collègues de l'EHESS et d'autres universités latino-américaines, on a réalisé sur les politiques de drogue dans les Amériques. Et c'était un moment très important de socialisation et de partage et d'échange qui arrivait dans un contexte, dans un moment qui peut être très solitaire comme celui de l'écriture et de l'analyse des matériaux. Donc pour tout ça, merci beaucoup et très bonne soirée. Parfait. Et moi, j'invite aussi cette jeune recherche primée et les autres, puisqu'il y en avait des tas de thèses et intéressantes, de nous envoyer aussi des recensions d'ouvrages clés. Je fais une petite publicité pour la revue IDEAS. On est preneur sur toutes ces thématiques passionnantes d'informations ou d'ouvrages auxquels on pourrait donner aussi de la visibilité à travers la revue. Peut-être que je vais faire remonter Hélène Agi. Parmi ces travaux de thèse soutenus chaque année sur les Amériques, et parmi les travaux de recherche postérieurs ayant donné lieu à des monographies, l'Institut des Amériques a fait le pari aussi de décerner le prix de la monographie. Et donc, je redonne la parole à Hélène pour vous en présenter le principe et les résultats. Merci beaucoup, Françoise. Donc, le prix de la monographie a 3 ans cette année, et ce soir, nous remettons le prix pour la 2e et la 3e année, puisque nous n'avons pas de congrès, nous n'avions pas de congrès l'année dernière, et que c'est dans le cadre du congrès qu'il est important de souligner le travail que font donc des collègues qui ont soumis au jury du prix de la monographie sur les Amériques un ouvrage original qui ne soit pas issu de la thèse, qui soit le résultat d'une recherche nouvelle ou prolongeant celle de la thèse, parfois dans le but d'obtenir l'habilitation à diriger les recherches, mais ce n'est absolument pas un critère particulier. Ce manuscrit doit être sous contrat d'édition ou déjà publié, et ce que le prix de la monographie implique, c'est la mise au service de la valorisation de cet ouvrage, de tous les moyens dont nous disposons, nos contacts nationaux, internationaux, les établissements membres du réseau qui seraient susceptibles de recevoir les lauréates et lauréats,
Voilà, donc à l'issue des travaux du jury l'année dernière et cette année, j'en remercie les membres très chaleureusement, nous avons eu deux ouvrages récompensés. Le premier est celui d'Olivier Châtelain qui est à mes côtés. Donc je te remets, Olivier, ton petit parchemin. L'ouvrage d'Olivier s'intitule « Des allées sans retour », point d'interrogation, une histoire du comité épiscopal France-Amérique latine, 1961-1984. Il a été préparé au Lara. Il est publié dans la collection Chrétiens et Sociétés en 2 volumes. Et je te laisse, Olivier, nous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup, Hélène. J'ai préparé quelques mots, je m'en excuse par écrit, ça ne sera pas très spontané, mais j'étais un peu ému. Je me suis dit qu'il valait mieux écrire. Pour vous dire, je suis très honoré d'être là et de recevoir ce prix aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement les membres du jury du prix des monographies 2022, sa présidente Hélène Nagy, la valorisation que permet ce prix, parce que c'est avant tout ça que permet ce prix, c'est la valorisation et la communication d'un travail qui a été mon travail d'HDR, le mémoire inédit d'HDR. Donc je tenais à remercier en particulier Mathieu Baudry pour le travail d'accompagnement et remercier aussi la commission scientifique de l'IDEA qui a validé donc le choix qui a été fait par ce jury. Je voulais aussi remercier ici publiquement celles et ceux qui ont relu le manuscrit d'HDR, donc il y avait quand même un certain nombre de pages. Donc je voulais remercier ici Claire et Philippe Paul, Sabine Rousseau et Christine Chadier pour le travail d'édition. Donc travail d'édition qui est effectivement réalisé pour la collection Documents et Mémoires du Lara, qui fête cette année ses 20 ans de collection. Et que donc vous avez sans doute vu ici à côté des Purs, on a quelques exemplaires. Je voudrais ajouter, au-delà des remerciements, le fait que il me semble qu'un prix, c'est la consécration ou la promesse de consécration entre un projet scientifique personnel, presque intime, et un lectorat possible. En tout cas, une légitimation par une communauté scientifique qui trouve sa propre résonance dans le prix qu'elle attribue. Alors je voudrais dire un mot sur chacun de ces volets. Le premier volet, c'est concernant le projet. Je dirais que comme toute recherche scientifique, qu'on le veuille ou non, il y a au départ et peut-être aussi tout au long du processus d'écriture une part d'inconscient, une part d'irrationnel, une part de sensible. Et donc ce soir, j'ai une pensée émue pour les fous rires de mes cousines espagnoles pendant les étés d'enfance. Parce que je crois que ce prix vient de là aussi. Par les repas à la maison où on invitait des curés qui étaient en marge de l'institution, et par des réminiscences de lecture. Ce livre, concrètement, ça a été d'exhumer, grâce au dépouillement d'archives, tout un pan de l'histoire de France, je dis bien de l'histoire de France et pas de l'histoire catholique, de l'histoire de France du XXe siècle, sa dimension politique et sa dimension religieuse entremêlées, qui a directement partie liée à celle des Amériques, et qui n'était connue, y compris dans les milieux chrétiens, que des acteurs eux-mêmes il y a encore quelques mois. Cette histoire, c'est celle de ces prêtres partis, prêtres français, séculiers, diocésains, partis à la demande d'évêques latino-américains entre les années 1960 et les années 1990, dont j'ai essayé d'écrire l'histoire. Et un mot maintenant, justement, sur ce lectorat. Je n'ai pas écrit ce livre pour être lu des seuls hommes, même s'il est question de prêtres. Je n'ai pas écrit ce livre pour être lu des seuls catholiques. Absolument pas, mais plutôt pour tout lecteur désireux de découvrir une histoire commune, je le répète, qui nous a reliés à l'Amérique latine il y a encore peu de temps, une forme oubliée d'échange qui a par exemple, entre autres, créé des comités de soutien contre les dictatures dans les années 1970, une histoire qui a d'une certaine façon inversé les termes de l'échange, une expression qui revient souvent chez les latino-américanistes, on le sait bien, et qui a fait de la France et d'une partie de l'Europe une périphérie de l'Amérique latine et non pas l'inverse. Donc je remercie le jury et sa présidente Hélène Nagy d'avoir compris que l'histoire du fait religieux, à condition qu'il tienne à distance égale et le mépris et l'apologie, mais je pense que ça concerne tout objet d'histoire, que cette histoire du fait religieux a des choses à apporter à la compréhension générale de nos histoires, et encore une fois, une histoire de France et une histoire de rien d'autre que cela. C'est l'histoire que j'essaie de raconter, c'est l'histoire d'un moment Amérique latine en France dans les années 1970,
qui aboutit à la subversion d'une structure, un comité qui envoie des prêtres, pensé au départ comme un rempart contre l'avancée du communisme en Amérique latine, suite à la prise de Cuba par Castro, et qui se découvre moins de 10 ans plus tard la caisse de résonance de lutte tiers-mondiste et anti-impérialiste. Que s'est-il passé entre les deux? Comment on passe d'un organisme missionnaire à un organisme tiers-mondiste et anti-impérialiste? C'est ce que j'ai essayé de comprendre dans le livre. Je caricature à peine le trait en disant que le livre raconte un Che Guevara fantasmé, un Ivan Illich bien réel, des prêtres qui parfois se marient et qui surtout s'engagent en Amérique latine, des évêques complètement déboussolés et une bonne part d'autodérision chez tout ce monde-là. Je voudrais terminer, j'étais un peu long, je m'en excuse, en remerciant l'Institut des Amériques dans son ensemble. Je disais hier, en tant que membre du comité d'organisation de ce congrès, que j'ai trouvé dans l'Institut des Amériques une capacité à créer du commun, du concret et du plaisir, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je crois qu'on y est là. Et l'Institut des Amériques, je voulais dire que je l'ai découvert largement après ma thèse, qui ne portait absolument pas sur les Amériques, qui était très loin de ce continent. Mais j'ai rencontré il y a quelques années des collègues de l'Institut des Amériques, tous plus aguerris les uns que les autres, qui m'impressionnaient tous et qui continuent à le faire, qui n'ont pas regardé mes publications sur les Amériques parce qu'elles étaient égales à 0, mon pédigré, alors que je souhaitais prendre des responsabilités, si c'était possible, pour représenter mon université Lyon 3 au sein de l'Institut des Amériques. Et voilà, j'ai apprécié cette confiance a priori, parce qu'on ne la trouve pas partout dans le monde universitaire. Donc je voudrais en particulier remercier ici Yves Saint-Jour, même s'il n'est pas là, Marion Magnan, Paul-Henri Giraud, Olivier Richaud et Maya Colombon, Hélène Arter. Voilà, ce sont des gens qui ont compté et beaucoup d'autres. Je voudrais terminer sur une boutade. Je voudrais remercier Franck Godichaud, qui est un collègue historien, lauréat du précédent prix de la monographie en 2021, qui le recevait à Paris en 2021, et j'étais dans la salle à votre place, et je me disais « Ah ouais, c'est une sacrée récompense, le prix de la monographie. » Voilà, et ça m'a beaucoup motivé pour finir mon HDR. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour tous ces mots qui, je crois, nous récompensent très largement. Il me revient maintenant de remettre un deuxième prix, celui de 2023. Thomas Constantinesco, qui le reçoit, ne peut être des nôtres, et ce n'est pas faute de s'être organisé et d'avoir été extrêmement motivé, puisqu'il est actuellement à Grenoble. Mais vous savez peut-être que la voie ferrée est coupée entre Grenoble et Lyon depuis les derniers orages, et que je dois dire, je prends l'entière responsabilité. J'ai essayé de le dissuader encore jusqu'à hier soir, et j'ai fini par réussir, de prendre un car hypothétique pour venir jusqu'à Lyon et ensuite repartir à Grenoble où il a des obligations professionnelles. Donc il nous a fait un petit mot pour nous remercier d'attribuer le prix de la monographie à son ouvrage Writing Pain in the 19th Century United States, publié par Oxford University Press en 2022. Donc après l'histoire religieuse, politique et sociale, nous récompensons un ouvrage qui s'inscrit dans le domaine des humanités médicales. Madame la Présidente de l'Institut des Amériques, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil scientifique, Mesdames et Messieurs les membres du Directoire, Madame la Présidente du jury du prix de la monographie, chère Hélène, chers et chers collègues, je vous prie d'excuser mon absence parmi vous ce soir. En effet, les intempéries de ces derniers jours en Isère ne m'ont pas permis de rejoindre Lyon depuis Grenoble, où je me trouve actuellement pour un colloque. Et je le regrette profondément, car c'est pour moi un immense honneur que de recevoir ce soir le prix de la monographie 2023 pour Writing Pain in the 19th Century United States, que j'ai eu le bonheur de publier aux presses universitaires d'Oxford en 2022, dans la collection Oxford Series in American Literary History, dirigée par le professeur Gordon Hupton de l'Université de l'Illinois. Ce livre s'intéresse aux représentations de la douleur dans la littérature des États-Unis, entre les années 1830 et les années 1890. Et il prend le contre-pied de l'idée, souvent répandue, selon laquelle la douleur serait inexprimable,
voire qu'elle abolirait le langage et même le sujet qui en fait l'expérience. Je me suis efforcé de montrer au contraire que l'expérience de la douleur, déplaisante, voire traumatique qu'elle soit, est aussi générative, productrice de littérature, mais également d'identités individuelles et collectives, à un moment de l'histoire des États-Unis où, dans le sillage de l'invention de l'anesthésie générale à Boston en 1846, la culture nationale de la douleur subit de profondes transformations. À partir de lectures d'Emerson, Harriet Jacobs, Emily Dickinson, Henry James, Elizabeth Stuart Phelps et Alice James, Writing Pain interroge ainsi le travail de la littérature et sa capacité à penser l'expérience de la douleur dans son historicité. Ce prix de la monographie de l'IDEA est bien sûr une très belle récompense individuelle et je mesure pleinement l'honneur qui m'est fait. C'est également pour moi, et je tiens à le souligner, une récompense collective. Tant ce livre a bénéficié de l'apport des différentes communautés intellectuelles qui ont nourri mon travail ces dernières années. L'UFR d'études anglophones et l'UMR Larca à l'université Paris-Cité, où j'ai débuté ma carrière et où j'ai commencé à réfléchir à l'écriture de Writing Pain. La faculté d'anglais d'Oxford et les américanistes du Robert Mead American Institute, où j'ai eu la chance de passer 2 ans lorsque je rédigeais les derniers chapitres de ce livre. Et enfin, l'UFR d'études anglophones et l'unité de recherche Vallée de Sorbonne Université, que j'ai rejoint au moment où je terminais les dernières corrections. Sans oublier, bien sûr, les américanistes de Branca au Royaume-Uni et ceux de C19 aux États-Unis. Je vois enfin dans ce très beau prix la marque d'une reconnaissance importante pour la discipline des études littéraires américanistes et pour l'étude du XIXe siècle plus particulièrement. Ce XIXe siècle qui s'éloigne toujours un peu plus de nous et peut nous paraître de plus en plus étranger, mais où se sont jouées bien des transformations qui continuent aujourd'hui encore de déterminer notre présent et qui, à ce titre, constituent, je crois, une ressource importante pour penser notre moment contemporain. L'obtention de ce prix m'encourage dans cette voie, autant qu'elle m'oblige. Et j'entends bien, dans les années à venir, continuer de contribuer à la recherche américaniste depuis ce terreau fascinant que constituent les États-Unis au XIXe siècle. Je vous remercie beaucoup. C'est donc le 3e prix de la monographie que j'ai l'honneur de remettre. Et le dernier, je passe la main à partir de l'année prochaine à Jean-Baptiste Thomas et Michael Roy, qui piloteront un nouveau jury composé probablement des mêmes victimes si elles souhaitent poursuivre. Je remercie très vivement tous les collègues qui ont participé au fil des années à ces jurys et qui ont contribué non seulement à évaluer les ouvrages qui nous étaient soumis, mais à une réflexion continue sur ce que nous voulions récompenser, comment nous voulions le faire et quelle reconnaissance de la communauté nous voulions témoigner à des ouvrages de recherche qui sont souvent rédigés un petit peu en marge des programmes de soutien, précisément parce que nos collègues sont dans la première moitié de leur carrière. Elles ont eu la chance d'obtenir un poste de chercheur ou d'enseignant-chercheur et sont ensuite parfois un peu livrées à elles-mêmes et eux-mêmes pour trouver les nouvelles directions de leurs études. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à examiner avec bienveillance les ouvrages qui nous étaient proposés et surtout à ceux qui ont eu le courage de nous les envoyer afin que nous puissions les lire. Merci. Et un grand merci à toi, Hélène, pour tout ce travail.